La pluie d'automne martelait le pare-brise, tandis que Russell Randolph s'engageait dans son allée, épuisé par une nouvelle journée de 12 heures sur le chantier. À 34 ans, il avait bâti sa vie à la force du poignet et de la détermination. Une modeste maison de 3 chambres, en banlieue, un revenu stable et une famille pour laquelle il se sacrifierait sans hésiter. Sa femme, Christy, travaillait comme infirmière pédiatrique, souvent de nuit à l'hôpital mémorial. Leur fils de 7 ans, Danny, était le centre de leur univers. Russell coupa le moteur et resta assis un moment, roulant des épaules pour soulager la tension. La maison paraissait chaleureuse et accueillante, avec des lumières qui brillaient aux fenêtres du salon. Il attrapa sa boîte à lunch et entra, songeant déjà au reste de lasagne qu'il attendait au frigo. « Papa » appela la voix de Danny, mais quelque chose clochait. L'exubérance habituelle avait disparu. Russell trouva son fils dans le salon, assis sur le canapé avec un sac de glace pressé contre son œil gauche. Glenda Proctor, la mère de Christy, se tenait à proximité, les bras croisés, ses lèvres fines pincées en une ligne réprobatrice. La femme avait emménagé 6 mois plus tôt après la mort de son mari, affirmant qu'elle avait besoin de sa famille pour traverser son deuil. Russell avait accepté malgré ses réserves. Christy adorait sa mère et il voulait soutenir sa femme. Que s'est-il passé ? Russell s'agenouilla près de Danny, écartant doucement le sac de glace pour examiner la blessure. L'œil du garçon était gonflé, un hématome violet furieux se formant déjà. « Il est tombé dans les escaliers », répondit Glenda avant que Danny ne puisse parler. Sa voix avait ce ton particulier que Russell avait appris à reconnaître. Sec, définitif, ne souffrant aucune contestation. Il jouait alors qu'il aurait dû faire ses devoirs. Je lui ai dit 1000 fois d'être prudent. Russell regarda son fils. Le regard de Danny croisa celui de son père une seconde avant de se détourner. C'est ce qui s'est passé. Mon grand, le garçon hocha la tête, mais ses petites mains tremblaient. Ouais, je ne regardais pas où j'allais. Quelque chose de froid s'installa dans les tripes de Russell, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Les enfants tombaient tout le temps. Danny était énergique, toujours à courir partout. Pourtant, où est ta maman ? L'hôpital l'a appelée plus tôt. Une urgence en néonatologie. Elle rentrera vers minuit, intervint Glenda. Russell examina soigneusement le visage de Danny, cherchant d'autres blessures. « Est-ce que quelque chose d'autre te fait mal ? Je vais bien. Papa ?» La voix de Danny était faible, fatiguée. « Je peux aller dans ma chambre ? Bien sûr. Fiston ? Je t'apporterai à dîner dans un moment. » Tandis que Danny montait les escaliers avec précaution, « Russell nota ?» Glenda se dirigea vers la cuisine. « J'ai fait un rôti. Il est au four ? Merci. » Russell la regarda partir. Ce malaise grandissant en lui, sa belle-mère avait toujours été froide, mais depuis qu'elle avait emménagé, elle était devenue presque militante sur les règles de la maison, surtout avec Danny. Christy appelait cela du chagrin, disait que sa mère luttait contre la perte de son père. Russell essayait d'être compréhensif, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Glenda regardait parfois Danny, comme si le garçon était un problème à résoudre plutôt qu'un enfant à aimer. Il chassa cette pensée et se dirigea vers la cuisine. Il était paranoïaque. Le deuil faisait faire des choses étranges aux gens. Son propre père était devenu distant et dur après la mort de la mère de Russell. Quand il avait 12 ans, certaines personnes ne savaient tout simplement pas comment gérer la perte. La semaine passa dans un tourbillon de travail et de routine. Russell avait été promu superviseur de site 3 mois plus tôt, ce qui signifiait plus d'heures, mais un meilleur salaire. Ils en avaient besoin. Surtout avec les frais médicaux de Glenda qui s'accumulaient, la femme souffrait de diabète et d'hypertension, des médicaments qui coûtaient une fortune. Même avec l'assurance, vendredi soir, Russell rentra pour trouver Christy dans la cuisine, ses cheveux noirs tirés en une queue de cheval désordonnée, encore en tenue de travail. Elle paraissait épuisée. Dure journée, il l'embrassa sur la joue. 3 admissions, 2 codes. Je suis morte de fatigue. Elle parvint à un sourire las. Maman a préparé le dîner. Elle est en haut avec Danny, à l'aider avec ses devoirs de maths. Russell se lava les mains à l'évier, jetant un regard vers le plafond. « Comment va Danny cette semaine ? Bien, je crois. Pourquoi ? Juste comme ça. » Il ne voulait pas l'inquiéter pour rien. Ils dînèrent ensemble, Glenda les rejoignant tandis que Danny restait en hobo. La conversation fut superficielle. La météo, le travail, le rendez-vous chez le médecin de Glenda. Russell se surprit à étudier sa belle-mère. Elle avait 62 ans, maigre comme un clou avec des cheveux gris, tirés en un chignon sévère. Son visage était tout en angles aigus, ses yeux bleu pâle perpétuellement critiques. Elle avait été directrice d'un collège avant sa retraite et gardait encore cet air autoritaire.
Danny semble calme ces derniers temps. Ose Russell. Il a 7 ans, répondit Glenda avec dédain. Les enfants de 7 ans sont lunatiques. Il a besoin de plus de discipline, plus de structure. Vous et Christy êtes trop doux avec lui. Christy soupira. Maman, s'il te plaît, pas ce soir. Je dis juste, quand tu avais son âge, tu avais des corvées, des responsabilités. Cette génération d'enfants est dorlotée. Russell se mordit la langue. Ils avaient déjà eu cette dispute. Glenda pensait que chaque enfance devrait ressembler à celle de Christy. Rigide, planifiée, sans place pour le jeu ou l'imagination, Christy avait partagé des histoires sur son éducation qui faisaient froid dans le dos à Russell. L'idée de la parentalité de cette femme impliquait punition et perfectionnisme. Pas amour et guidance. Après le dîner, Russell monta voir Danny. Il trouva son fils au lit, déjà en pyjama, un livre ouvert mais non lu sur ses genoux. « Hé, mon grand, ça va ?» Danny hocha la tête mais évita son regard. Russell s'assit au bord du lit. « Tu me dirais si quelque chose n'allait pas ?»« Hein ?» Pendant un moment, il crut que Danny allait parler. La bouche du garçon s'ouvrit et une peur traversa son jeune visage. Puis il sembla se replier sur lui-même, les épaules voûtées. « Tout va bien. Papa ?» La poitrine de Russell se serra. Il connaissait ce regard. Il l'avait porté lui-même enfant, essayant de protéger son père d'une douleur supplémentaire après la mort de sa mère. Mais le protéger de quoi ? « Je t'aime, Danny. Peu importe ce qui arrive. Tu le sais ? Hein ? Je sais. » La voix de Danny se brisa. « Je t'aime aussi. Ce week-end-là, Russell essaya de passer plus de temps avec Danny, mais Glenda semblait toujours être là, s'insérant entre eux, dimanche après-midi. Il emmena Danny au parc malgré les protestations de sa belle-mère que le garçon avait des devoirs à finir. « Parle-moi de l'école !» dit Russell alors qu'il s'asseyait sur un banc, regardant d'autres enfants jouer. « C'est ok. Juste ok. Et Tommy, vous êtes toujours amis ?» Danny haussa les épaules, ses mains étaient sur ses genoux, ses doigts se tordant nerveusement. Russell remarqua un bandage sur l'index droit du garçon. « Que s'est-il passé là ?»« Oh, je l'ai coincé dans mon bureau à l'école. Ça va ?» Russell examina doucement le doigt. Le bandage était frais, appliqué professionnellement, trop professionnel pour un pansement rapide d'une infirmière scolaire. « Mamie m'a emmené aux urgences », ajouta vite Danny. « Elle a dit de ne pas vous embêter, toi et maman, parce que vous êtes tous les deux si occupés. » Des signaux d'alarme s'allumèrent dans l'esprit de Russell comme des feux d'artifice. Quand est-ce arrivé ? Jeudi, après l'école, et jeudi, le jour où lui et Christy avaient tous les deux travaillé tard. Glenda avait récupéré Danny à l'école comme elle le faisait la plupart des jours. Ça faisait mal ? Les yeux de Danny se remplirent de larmes. Mais il les cligna pour les chasser. C'était un accident. Ce mot encore, accident. Comme pour le cocard, dû à une chute, mais les enfants ne pleurent pas sur de vieilles blessures, sauf si quelque chose d'autre se passe. Russell attira son fils contre lui, et Danny ne résista pas, se blottissant contre la poitrine de son père comme il le faisait quand il était plus petit. Ils restèrent ainsi longtemps, l'esprit de Russell bouillonnant. Il voulait poser plus de questions, creuser plus profond, mais il sentait Danny se fermer. Insister ne ferait qu'empirer les choses. Lundi matin apporta une nouvelle appréhension. Russell inspectait un coulage de fondation quand son téléphone sonna. Le numéro de Christy. « Russell ». Sa voix tremblait. « J'ai besoin que tu rentres. » Son cœur s'arrêta. « Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est Danny ? L'infirmière de l'école m'a appelé. Il a des brûlures au bras. Elle pose des questions. Russell. Elle parle d'appeler les services de protection de l'enfance. » Russell était dans son camion avant que Christine ait fini sa phrase. Laissant son équipe avec à peine une explication, il fit le trajet de 15 minutes en 8, prenant les virages trop vite, son esprit tourbillonnant de possibilités horribles. Il trouva Christy dans le bureau du directeur à l'école primaire Oakwood. Danny était assis à côté d'elle, son bras gauche bandé du poignet au coude. Glenda se tenait dans un coin, le visage impassible. L'infirmière scolaire, une femme nommée Tara Monroe, paraissait sombre. « Monsieur Randolph, votre fils a des brûlures au second degré à l'avant-bras. Il dit qu'il a touché la cuisinière, mais le motif ne correspond pas à cette explication. Cela ressemble à des brûlures par immersion. » Russell sentit le sang quitter son visage. Immersion. Comme si son bras avait été tenu sous de l'eau chaude ou contre une surface chaude pendant une période prolongée. Il regarda Danny, qui fixait le sol, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Puis Glenda, qui soutint son regard sans ciller. C'était la cuisinière,
affirma Glenda fermement. J'étais en train de cuisiner le dîner hier soir. J'ai tourné le dos une seconde et il a attrapé une casserole. Les enfants ne comprennent pas les conséquences tant qu'ils n'apprennent pas à la dure. Madame Proctor, dit prudemment l'infirmière Monroe, c'est la 3e blessure en 3 semaines. La visite aux urgences pour son doigt, le cocard. Et maintenant ça, je suis obligé par la loi de signaler les schémas potentiels de maltraitance. Comment osez-vous? La voix de Glenda devint glaciale. J'ai consacré ma vie aux enfants, j'ai été directrice pendant 30 ans, je ne ferai jamais, maman, s'il te plaît. Christy l'interrompit, sa voix se brisant. Elle se tourna vers Russell et il vit sa propre peur reflétée dans ses yeux. Russell, dis-leur que nous ne ferions jamais de mal à Danny. Mais Russell ne regardait plus Glenda, il regardait son fils. Vraiment, le garçon était terrifié, mais pas par l'infirmière ou le directeur. Il était terrifié de ce qui se passerait une fois rentré à la maison. Quelque chose en Russell claqua. Une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines l'envahit. Il s'agenouilla devant Danny, ignorant tout le monde dans la pièce. « Danny, regarde-moi !» Les yeux de son fils, si semblables aux siens, rencontrèrent enfin son regard. « J'ai besoin que tu me dises la vérité, je te promets. Peu importe ce que tu dis, je ne serai pas en colère. Tu ne seras pas puni, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que quelqu'un t'a fait mal exprès ?» La lèvre inférieure de Danny trembla. Il jeta un regard à Glenda et Russell vit cela, une terreur pure. « J'ai besoin de parler à mon fils seul », dit Russell en se levant. Sa voix était devenue froide. Le ton qu'il utilisait avec les entrepreneurs qui essayèrent de rogner sur la sécurité, tout le monde dehors. Maintenant, le directeur, le docteur Sarah Matthews, hocha la tête. « Bien sûr, nous vous laissons de l'intimité. » Glenda ne bougea pas. « C'est ridicule. » Le garçon ment s'il dit autre chose. « Sortez. » Les mots de Russell coupèrent comme une lame. « Tous, je veux 5 minutes seul avec mon fils. » Christy toucha le bras de sa mère. « Ma main. » Donnons-leur un moment. Une fois la porte fermée, Russell s'assit par terre en tailleur, se mettant au niveau des yeux de Danny. « C'est juste nous maintenant, mon grand. Juste toi et moi. Et j'ai besoin que tu sois courageux 1 minute. Tu peux faire ça ?» Danny hocha la tête, les larmes coulant encore. « Est-ce que mamie t'a fait mal ?» La question plana dans l'air. Le corps entier de Danny tremblait. Puis, lentement, il hocha la tête. Russell sentit quelque chose de primal surgir en lui, une rage si pure et brûlante qu'il lui fallut toute sa maîtrise pour ne pas sortir en trombe de ce bureau et confronter Glenda immédiatement. Mais Danny avait besoin de lui calme. Forte, les 3 fois, l'œil, le doigt, les brûlures, un autre hochement de tête. Comment t'a-t-elle fait mal au doigt? La voix de Danny était à peine un murmure. Elle l'a claqué dans le tiroir de mon bureau. Elle a dit que je ne faisais pas mes devoirs assez vite. Les mains de Russell se serrèrent en poing, mais il garda sa voix douce. Et les brûlures? Elle a tenu mon bras sous l'eau chaude. Elle a dit que j'étais irrespectueux parce que j'avais demandé un encas avant le dîner. Jésus-Christ. Et le cocard. Elle m'a frappé avec sa pantoufle. J'avais oublié de ranger mes chaussures. Russell attira son fils dans ses bras, le serrant fort tandis que le garçon sanglotait contre sa poitrine. Son esprit bouillonnait, calculé. Glenda était la mère de Christy. Christy avait été élevée par cette femme, avait normalisé ce comportement. Comment était-il censé dire à sa femme que sa mère était un monstre? Mais il savait ce qu'il devait faire. Quand ils sortirent du bureau du directeur, Christy se précipita. « Russell. » Qu'a-t-il dit? Glenda se tenait derrière elle, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Russell regarda par-dessus sa femme vers la femme qui avait vécu dans sa maison, qui l'avait accueilli dans sa famille, qui avait systématiquement torturé son enfant. « Danny et moi rentrons à la maison. Christy, tu peux venir avec nous ou nous rejoindre après le travail. Mais Glenda, tu dois faire tes bagages et partir ce soir. » Le visage de Christy pâlit. « Quoi? Russell, de quoi parles-tu? Ta mère maltraite Danny. Il vient de me raconter tout. » Les mots frappèrent comme une bombe. Christy recula en titubant, secouant la tête. « Non, non, ce n'est pas... Maman ne ferait jamais... Je n'ai pas touché cet enfant. » dit Glenda, sa voix tranchante et contrôlée. « Il ment. Les enfants mentent? Christy, tu sais qu'ils inventent des histoires pour attirer l'attention ?» Mais Russell vit quelque chose dans les yeux de Glenda, un éclair de calcul. Elle ne niait pas par innocence. Elle stratégeait, planifiait déjà sa défense. « Nous allons à la police ?» dit Russell. Tout de suite. « Russell. » Attends. Christy lui attrapa le bras. Son monde entier s'effondrait. Il le voyait sur son visage. « S'il te plaît, pouvons-nous en parler à la maison ?»
Il doit y avoir une explication. L'explication est que ta mère est une maltraitante d'enfants, dit Russell, se haïssant pour la douleur dans les yeux de sa femme, mais sachant qu'il ne pouvait pas reculer, pas pour quoi que ce soit, et je ne laisse pas Danny seule avec elle une seconde de plus. Le docteur Matthews s'avança. « Monsieur Randolph, j'ai déjà appelé les services de protection de l'enfance. Ils envoient de quelqu'un, et vu ce que j'ai entendu, je pense que la police devrait être impliquée. » Le masque de Glenda craqua enfin une seconde. Russell vit quelque chose de sombre et laid traverser son visage avant qu'elle ne le lisse. C'est absurde. Je suis une éducatrice respectée. Je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'un reproche dans toute ma carrière. Vous allez tous croire les fantasmes d'un enfant de 7 ans plutôt que ma parole. Ouais, dit Russell calmement. Je le crois. Les heures suivantes furent un flou. La police vint, prit des déclarations. Une travailleuse sociale de la protection de l'enfance nommée Hélène interrogea Danny séparément, documentant ses blessures avec des photos. Christy resta assise en silence stupéfiée, prise entre son mari et sa mère. Glenda maintenait son innocence avec une composure glaciale, citant ses références, sa réputation, ses décennies de service aux enfants. Mais les preuves s'accumulaient. La visite aux urgences avait documenté une fracture au doigt de Danny. Incompatible avec un coincement dans un bureau, le motif des brûlures suggérait un mal intentionnel, et le témoignage de Danny était détaillé, cohérent, déchirant. Russell écouta son fils décrire des semaines de cruauté calculée. Être enfermé dans sa chambre sans dîner pour des infractions mineures, voir ses jouets préférés détruits en punition, se faire dire qu'il était stupide, inutile et un fardeau. Chaque mot était comme un couteau tournant dans les tripes de Russell. Comment avait-il pu manquer cela? Comment avait-il laissé cela se produire sous son propre toit? Le soir, Glenda fut emmenée pour interrogatoire. Pas d'accusations formelles encore, mais la police fit clairement comprendre qu'il montait un dossier. Christy tenait à peine le coup, les protestations d'innocence de sa mère luttant contre le traumatisme évident de Danny. À la maison, après avoir couché Danny avec des rassurances supplémentaires et des promesses qu'il était en sécurité maintenant, Russell trouva Christy dans leur chambre, assise au bord du lit, fixant le vide. « Je ne sais pas quoi croire », murmura-t-elle. Russell s'assit à côté d'elle, prenant sa main. « Je sais que c'est dur, mais Danny ne ment pas. Tu le sais, ma mère m'a élevé, elle était stricte. Mais elle ne ferait pas. » La voix de Christy se brisa. « Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. » Mais Russell comptait bien le découvrir. Car quelque chose dans toute cette situation paraissait louche. La nature calculée de la maltraitance, le timing prudent. Toujours quand lui et Christy étaient absents, Glenda était intelligente, méthodique. Elle avait été directrice, savait éviter les détections, manipuler les systèmes. Quel était son but ultime? Le lendemain matin, Russell appela pour se faire porter malade au travail et emmena Danny chez un psychologue pour enfants recommandé par les services de protection. Le docteur Jeremiah Cross était un spécialiste du traumatisme infantile, un homme doux dans la cinquantaine qui passa 2 heures avec Danny, tandis que Russell attendait dans la salle d'attente, buvant un mauvais café et essayant de ne pas percer des trous dans le mur. Quand ils sortirent, le docteur Cross demanda à parler à Russell en privé. « Votre fils a subi une maltraitance psychologique sévère en plus des dommages physiques, » dit le docteur Cross. L'expression grave. Les choses que Madame Proctor lui a dites étaient calculées pour éroder son estime de soi et créer une dépendance à son approbation. Ce n'est pas juste une grand-mère avec des problèmes de gestion de la colère, c'est une torture psychologique systématique. Intentionnelle, Russell se sentit malade. Pourquoi? Que pouvait-elle bien gagner à lui faire du mal? C'est ce qui m'inquiète le plus. Dans mon expérience, ce niveau de maltraitance calculée sert généralement à un but. Parfois, c'est pour le contrôle. Parfois, c'est une projection du traumatisme de l'agresseur. Mais parfois, le docteur Cross marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Parfois, il y a un objectif plus grand en jeu. Que voulez-vous dire? J'ai vu des cas où les agresseurs isolent et traumatisent les enfants pour les rendre plus vulnérables à une exploitation supplémentaire ou pour semer la discorde entre les parents. Déstabiliser les familles. Madame Proctor a-t-elle montré un intérêt pour votre situation financière, votre mariage, des tentatives pour vous monter l'un contre l'autre? Russell repensa aux 6 derniers mois. Glenda avait critiqué son rôle de parent. Oui, elle avait fait des commentaires sur le fait que Christy travaillait trop, impliquant que Russell ne pourvoyait pas adéquatement à sa famille malgré sa promotion. Elle avait suggéré que Christy et Danny seraient de mieux si elle prenait un rôle plus actif dans l'éducation du garçon puisque Russell était toujours au travail.
Elle essayait de se positionner comme la principale personne s'occupant de lui, dit lentement Russell. Elle disait sans cesse que Danny avait besoin de plus de structure, plus de discipline, que Christy et moi étions trop laxistes. Le docteur Cross hocha la tête. Je recommanderais de parler à un détective, quelqu'un qui peut enquêter plus profondément sur le passé de Madame Proctor, car je soupçonne qu'il y a plus dans cette histoire que ce que nous voyons. Ce soir-là, pendant que Christy était au travail et Danny dormait, Russell appela un numéro obtenu d'un des policiers qui avait pris leur déclaration. Aaron Sims était un ancien détective qui avait quitté la police 5 ans plus tôt pour lancer sa propre agence d'investigation privée. Il se spécialisait dans les affaires domestiques, les disparitions, les infidélités, les disputes de garde. Ils se rencontrèrent dans un dîner à la périphérie de la ville. Sims était dans la quarantaine, avec des yeux fatigués et un visage qui en avait trop vu. Il écouta l'histoire de Russell sans interruption, prenant des notes occasionnelles sur un bloc-notes en cuir usé. « Vous voulez que j'enquête sur votre belle-mère ?» dit Sims quand Russell eut fini. « Je veux savoir qui elle est vraiment. Son histoire, parce que rien de tout cela n'a de sens. » Sims s'adossa à la banquette. « Étudiant Russell, Monsieur Randolph, je dois être franc avec vous. Ce que je pourrais trouver pourrait détruire votre mariage. Si votre femme défend encore sa mère, des preuves de pire choses ne la feront pas changer d'avis. Cela pourrait juste la faire s'entêter davantage. » « Danny était ma priorité, dit fermement Russell. « S'il y a plus que je dois savoir pour le protéger, je veux le savoir. » Quel qu'en soit le coup, Sims resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « D'accord, j'aurai besoin d'accès à tous les documents que vous avez. Son nom complet, date de naissance, numéro de sécurité sociale si vous l'avez, adresse précédente. Je ferai une vérification de fond, fouillerai son passé, verrai s'il y a des squelettes dans le placard. » Russell glissa une enveloppe sur la table. Il avait rassemblé tout ce qu'il pouvait trouver. Copie du permis de conduire de Glenda, document d'assurance. Même l'avis de décès de son mari défunt, qui listait son nom de jeune fille. Une chose de plus, dit Sims. La maltraitance que votre fils a décrite, c'est méthodique, chronométré. Cela suggère une planification. Si vous voulez, je peux faire de la surveillance. Voir ce que Madame Proctor fait maintenant qu'elle est exposée. Parfois, les gens font des erreurs quand ils pensent être libres. Russell n'y avait même pas pensé. Glenda avait été libérée après l'interrogatoire. En attente d'enquête supplémentaire, elle s'était installée dans un motel de l'autre côté de la ville. « Faites-le, » dit Russell. « Ce qu'il faut. Mon tarif est de 150 $ de l'heure plus frais. » Russell n'hésita pas. « L'argent n'importe pas. Découvrez juste ce qu'elle cache. » Ils se serrèrent la main et Russell partit, se sentant enfin maître de quelque chose. Pendant des semaines, il avait réagi, toujours un pas en retard. Maintenant, il agissait. Maintenant, il chassait. Au cours des jours suivants, Russell se concentra sur la récupération de Danny tandis que Sims travaillait en arrière-plan. Le garçon sortait lentement de sa coquille, passant plus de temps avec son père, riant à nouveau. Mais il y avait des moments, des bruits soudains, des voix élevées à la télé qui le faisaient sursauter. Et le cœur de Russell se brisait à chaque fois. Christy luttait. Elle avait pris quelques jours de congé pour assimiler tout cela, et Russell la voyait se déchirer. Elle voulait croire Danny, mais accepter la vérité signifiait accepter que sa mère était un monstre. Cela signifiait questionner toute son enfance, chaque souvenir, chaque leçon apprise. « T'a-t-elle déjà fait du mal ?» demanda Russell une nuit alors qu'ils étaient au lit. Incapable de dormir, Christy resta silencieuse longtemps. Elle était stricte, parfois trop, mais j'ai toujours pensé que c'était sa façon de me préparer au monde. Elle disait que l'amour sans discipline n'était pas vraiment de l'amour. C'est de la manipulation, Christy, pas de la parentalité. Je sais, logiquement, je sais, mais c'est ma mère, Russell. Je ne peux pas juste... Sa voix se brisa. Je ne peux pas juste effacer 30 ans de ma vie. Je ne te demande pas ça, mais j'ai besoin que tu protèges notre fils. Cela doit passer en premier. Je sais, et je le fais. Je ne l'ai pas laissé approcher Danny. Je ne lui ai même pas parlé depuis cette première nuit. Mais ça fait mal. Tout fait si mal. Russell la serra pendant qu'elle pleurait, souhaitant pouvoir arranger cela. Sachant qu'il ne pouvait pas. Quelques jours après avoir engagé Sims, Russell reçut un appel qui changea tout. « Nous devons nous rencontrer » dit Sims, sa voix tendue. « Et vous devez amener la police. Ce que j'ai trouvé... Jésus, Russell. Vous devez voir ça, mais pas seul. » Le sang de Russell se glaça. « Qu'avez-vous trouvé ?» Je l'ai suivi. Elle rencontre des gens et j'ai réussi à entrer dans sa chambre de motel hier pendant qu'elle était sortie. Russell. Elle a des dossiers détaillés sur Danny.
des dossiers médicaux, scolaires, des photos, et il y a de l'argent, beaucoup d'argent, des virements d'un compte offshore. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon sang. Je ne sais pas encore, mais j'ai continué à la surveiller et aujourd'hui, elle est allée dans une maison à Fairview. C'est là que je suis maintenant. J'ai installé une caméra, j'ai du footage de ce qui se passe à l'intérieur. Russell, je pense que votre belle-mère fait partie de quelque chose de bien plus grand que de la simple maltraitance infantile. Et quoi que ce soit, c'est organisé, professionnel, et il y a d'autres enfants impliqués. Russell sentit le monde basculer sous lui, d'autres enfants. Des dossiers, de l'argent, qu'est-ce que Glenda avait fait? Et plus important, qu'avait-elle prévu pour Danny? Il pensa aux mots du Dr Cross. Parfois, il y a un objectif plus grand en jeu. Quoique Glenda Proctor soit impliquée, Russell allait le réduire en cendres et il allait s'assurer qu'elle paie pour chaque seconde de douleur qu'elle avait causée à son fils. Mais d'abord, il devait voir ce qu'il y avait sur ce footage. 2 heures plus tard, Russell était assis dans une salle d'interrogatoire au poste de police du comté avec la détective Carrie Hill, une femme aux yeux aiguisés dans la quarantaine, spécialisée dans le crime organisé, et 2 agents fédéraux dont il n'avait pas retenu les noms. Aaron Sims installa son ordinateur portable et l'écran se remplit d'une maison modeste. Suburbaine est tout à fait banal. C'est le 4682 Clearwater Drive à Fairview, expliqua Sims. J'ai suivi Glenda Proctor ici cet après-midi. Elle est entrée pendant environ 90 minutes. Pendant qu'elle était là, j'ai observé 4 autres adultes entrer et sortir. J'ai réussi à positionner cette caméra pour voir à travers la fenêtre. Avant, il lança la lecture. Le footage montrait un salon converti en autre chose. Une salle de classe peut-être? Ou un espace de réunion. Il y avait des chaises disposées en cercle. Et sur ces chaises étaient assis 5 femmes et 2 hommes, tous d'âge moyen ou plus. Glenda Proctor était parmi eux. Mais ce qui fit tourner l'estomac de Russell, c'était les photos étalées sur une table basse au centre. Des photos d'enfants, des dizaines. Le visage de Danny était parmi elles. « Qu'est-ce que je regarde ?»« Bordel !» La voix de Russell était à peine un murmure. La détective Hill se pencha en avant. « Monsieur Sims, pouvez-vous zoomer sur ces photos ?» Sims le fit. Les images devinrent plus nettes, des enfants de divers âges, tous avec des notes détaillées jointes, norms, addresses, emploi du temps scolaire, horaire de travail des parents, informations médicales, c'est un réseau de trafic, dit doucement un des agents fédéraux, ou la préparation d'un. Il recueille des renseignements, identifie des cibles. Russell eut l'impression qu'il allait vomir. Ils allèrent prendre Danny, pas juste le prendre, dit la détective Hill, la voix sombre. Regardez les notes sur sa photo. Sujet montre une haute compliance après conditionnement disciplinaire. Mère a un emploi du temps conflictuel. Supervision limitée. Père montre des tendances protectrices, mais peut être séparé par discorde maritale. Recommandé protocole d'isolement commençant mois 7. Mois 7. Ils en étaient au mois 6 depuis que Glenda vivait avec eux. Elle a emménagé pour le conditionner, dit Russell. La réalisation le frappa comme un train de marchandises. Tout, la maltraitance, l'isolement, le monter contre nous, le rendre effrayé. C'était pour le rendre plus facile à prendre. Et pour déstabiliser votre famille, ajouta Hill. Vous faire vous disputer, vous et votre femme, vous questionner mutuellement, afin que quand Danny disparaîtrait finalement, vous seriez trop fracturés pour monter une recherche efficace. Elle prévoyait de détruire votre famille de l'intérieur, puis prendre votre fils. Sims avança le footage. Le groupe discutait de stratégie, de calendrier. Puis une femme que Russell ne reconnaissait pas sortit un document. « Des contrats ?» dit Sims. « Ils enchérissent sur les enfants. Ce n'est pas juste du trafic, c'est un marché. » Russell se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Il marcha jusqu'au coin de la pièce, pressant ses paumes contre le mur, essayant de respirer à travers la rage et l'horreur qui menaçaient de le submerger. Sa belle-mère, la mère de sa femme, la femme qu'ils avaient accueillie chez eux, avait systématiquement préparé la vente de son enfant. Combien d'enfants ? Parvint-il à demander. D'après ce que nous voyons sur le footage, au moins 15 actuellement en préparation, dit Hill. Mais si ce réseau est aussi organisé qu'il paraît, il pourrait y en avoir des dizaines de plus. Peut-être des centaines au fil des ans. Russell se tourna. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, nous obtenons des mandats, nous perquisitionnons cette maison, arrêtons tout le monde dans cette pièce, et commençons à démanteler ce réseau. L'expression de Hill était dure comme l'acier. « Monsieur Randolph, ce que votre enquêteur a capturé va sauver beaucoup d'enfants. Mais je dois vous préparer. Cette enquête va devenir moche. Ces gens sont des professionnels.
Ils auront des avocats, ils auront de l'argent, et ils se battront comme des diables. Je m'en fiche, dit Russell. Je veux qu'ils soient tous enterrés. Nous aurons besoin de votre témoignage. Votre fils devra probablement témoigner aussi. Russell pensa à Danny. Courageux malgré sa peur, disant enfin la vérité. Il le fera? Nous le ferons tous les deux. Ce qu'il faut. Au cours des 72 heures suivantes, Russell vit son cauchemar personnel et tranquille s'étendre en une enquête fédérale multi-États. La perquisition de la maison de Fairview avait mené à cette arrestation, dont Glenda Proctor. Les preuves saisies étaient stupéfiantes. Fichiers numériques, registres financiers, communications couvrant des années, mais Glenda ne parlait pas, aucun d'eux ne parlait. Ils avaient tous immédiatement pris des avocats, et leurs avocats étaient bons, très bons. Le genre de bons qui suggérait un sérieux financement derrière eux. Russell rencontrait la détective Hill et les agents fédéraux quotidiennement, apprenant plus sur l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. Le réseau de trafic opérait depuis au moins une décennie, déplaçant des enfants à travers les lignes d'État, les vendant à des acheteurs à l'étranger. Ils utilisaient un réseau de recruteurs, des gens comme Glenda, qui s'intégraient dans les familles, gagnant la confiance, et préparaient les enfants à l'enlèvement. Votre belle-mère était l'une des meilleures, dit l'agent Patrick Mendoza à Russell lors d'un briefing. Nous avons trouvé des traces de 6 placements précédents au cours des 8 dernières années. Elle emménageait chez des familles sous divers prétextes. Aider après un décès, se remettre d'une maladie, fournir des soins aux enfants. Toujours des mères célibataires ou des familles avec des horaires de travail complexes. Elle passait 6 à 8 mois à conditionner l'enfant, puis il disparaissait. Qu'est-il arrivé à ces enfants ? Demanda Russell, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir la réponse. L'expression de Mendoza était assez éloquente. Nous travaillons avec Interpol pour traquer les acheteurs. Certains enfants pourraient encore être en vie. Nous pourrions les ramener à la maison ? Pourrait. Le mot plana comme une sentence de mort. À la maison ? Christy s'effondrait. La révélation de ce qu'était vraiment sa mère avait brisé quelque chose de fondamental en elle. Elle avait pris un congé sabbatique du travail, passant la plupart de son temps avec Danny ou seule dans leur chambre, essayant d'assimiler l'impossible. « J'aurais dû savoir », dit-elle un soir, la voix creuse. Russell s'assit à côté d'elle, ne sachant que dire. Comment consoler quelqu'un dont toute la réalité avait été bâtie sur un mensonge ? « Danny est en sécurité ?» dit-il enfin. « Grâce à toi, parce que nous sommes ses parents et nous l'avons protégé. C'est ce qui compte ?» Mais même en le disant, Russell savait que ce n'était pas assez. Danny était en sécurité de Glenda, mais le traumatisme qu'elle avait infligé prendrait des années à guérir, et il y avait d'autres enfants dehors, d'autres familles qui n'avaient pas eu d'enquêteur privé ou de coup de chance. C'est alors que Russell prit une décision qui définirait tout ce qui suivrait. Il en avait assez de réagir, assez d'attendre que le système judiciaire apporte peut-être éventuellement la justice. Ces gens avaient essayé de détruire sa famille et de prendre son fils. Ils avaient blessé Dieu, c'est combien d'autres enfants, et ils étaient assis dans des cellules de prison, protégés par des avocats coûteux, planifiant leur défense. Russell avait passé sa vie à respecter les règles, à travailler dur, à pourvoir à sa famille, à faire confiance aux systèmes et institutions, mais ces systèmes avaient échoué. Si Aaron Sims n'avait pas trouvé ce footage, Danny aurait disparu dans quelques semaines. La police aurait enquêté, bien sûr, mais Glenda aurait eu un alibi. Le réseau aurait couvert ses traces. Et son fils aurait été perdu pour toujours. Plus d'attente, Russell appela Aaron Sims à minuit, réveillant le détective d'un sommeil profond. « J'ai besoin de tout ce que vous avez trouvé », dit Russell. « Tout, les fichiers, les finances, les communications, tout ce que les fédéraux n'ont pas encore. » Sims resta silencieux un moment. « Russell, tout ce que je vous donne en dehors des canaux officiels pourrait compromettre l'enquête. Faire rejeter des preuves ? Je ne vais pas compromettre l'enquête. » Mais ces gens ont essayé de prendre mon fils. Et j'ai besoin de savoir exactement qui ils sont tous. Où ils vivent, qui ils aiment. Tout. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Je prévois de m'assurer que la justice arrive d'une façon ou d'une autre. Une autre pause. Puis, je vous enverrai les fichiers par email. Mais Russell, soyez prudent. Quoi que vous pensiez faire, soyez intelligent. Je suis toujours intelligent, dit Russell. C'est pourquoi mon fils est encore en vie. Il passa les 3 jours suivants à étudier les fichiers comme s'il se préparait à la guerre, parce que c'est exactement ce que c'était. Le réseau était sophistiqué, mais ils avaient fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, et Russell allait trouver chacune d'elles. La préparation du procès avançait, mais Russell voyait les fissures se former. Les procureurs étaient confiants, mais l'avocat de Glenda
Un requin nommé Milton Craig, spécialisé dans la défense de l'indéfendable, déposait déjà des motions pour supprimer des preuves, prétendant des fouilles et saisies illégales, arguant que le foutage de surveillance avait été obtenu sans mandat approprié. Russell était assis dans le bureau du procureur, écoutant discuter de stratégie, et réalisa avec une certitude froide qu'il y avait une réelle possibilité que Glenda et ses associés s'en sortent. Le système était brisé, conçu pour protéger les accusés, et bien que Russell croie en la justice, il croyait aussi en la réalité. Ces gens ne feraient pas face à une punition adéquate par les canaux légaux seuls, donc il commença à planifier autre chose, quelque chose qui assurerait que même si les tribunaux échouaient, même si les avocats trouvaient des failles et des technicités, les gens qui avaient essayé de détruire sa famille paieraient un prix qui compte. Il pensa à son père, qui lui avait appris que certaines choses valaient la peine de se battre, de se sacrifier. Il pensa à Danny, qui méritait une enfance sans peur, et il pensa à tous les autres enfants dont les vies avaient été volées par ce réseau. Le bureau du procureur s'estompa tandis que l'esprit de Russell se tournait vers des calculs plus sombres. Il avait des noms maintenant, des adresses, des registres financiers, des schémas de comportement, et il avait quelque chose qu'il n'attendait pas. Le genre de rage focalisée qui vient de presque perdre tout. La détective Hill remarqua son silence. « Monsieur Randolph, vous suivez ?» Russell leva les yeux, son expression soigneusement neutre. « Ouais, je veux juste m'assurer qu'on les ait tous. Nous les aurons, assura Hill. C'est une affaire en béton, mais Russell savait mieux. Aucune affaire n'était en béton quand on avait assez d'argent et les bons avocats, et ces gens avaient les deux. Donc ils deviendraient leur plan de secours, leur police d'assurance. L'ombre qui les hantrait, même si les tribunaux les libéraient, ils deviendraient ce qu'ils méritaient, et quand il en aurait fini, ils regretteraient que les agents fédéraux ne les aient pas gardés en détention protectrice. Le monstre qu'ils avaient créé en menaçant son enfant allait leur montrer exactement ce qu'un père ferait pour protéger sa famille. Et cela allait être biblique. Au cours des 2 semaines suivantes, Russell maintint sa persona publique, père inquiet, témoin coopératif, mari fidèle soutenant sa femme traumatisée, mais en privé, il construisait autre chose. Une carte du réseau plus profonde que tout ce que le FBI avait découvert, parce que Russell avait quelque chose qu'il n'avait pas, du temps, de la motivation et la capacité de penser comme un prédateur. Il avait engagé 3 autres enquêteurs privés, payant en liquide, les gardant séparés les uns des autres, afin qu'aucun ne voie le tableau complet. Chacun reçut des cibles spécifiques du réseau de trafic, chargés de surveillance et de collecte d'informations. Où allaient-ils? Qui rencontraient-ils? Quelles étaient leurs routines, leurs faiblesses, leurs secrets? Aaron Sims le remarqua. Bien sûr, ils se rencontrèrent dans le camion de Russell dans un parking vide, la pluie tambourinant sur le toit. « Vous ne recueillez pas juste des preuves ?» dit Sims. Ce n'était pas une question. Russell ne répondit pas directement. « Combien d'enfants avez-vous dit qu'ils avaient dû pris au fil des ans ? Au moins 40 que nous pouvons confirmer. Et combien ont été récupérés ?» Sims détourna le regard. « 3, tous de transactions récentes non complétées. 37 enfants, dit calmement Russell. Disparus. Vendos. Dieu sait ce qui leur est arrivé. » Et l'avocat de Glenda Proctor argue que le footage a été obtenu illégalement parce que vous n'aviez pas de mandat pour cette propriété spécifique. La loi a échoué pour ces 37 enfants, elle a presque échoué pour Danny. Donc ouais, je recueille des informations et je vais les utiliser. Russell, si vous faites quelque chose qui compromet cette affaire, je ne le ferai pas. Je suis plus intelligent que ça. Russell se tourna pour regarder Sims directement. Mais j'ai besoin de savoir si les tribunaux échouent, s'ils trouvent d'une technicité et que ces gens s'en sortent de « êtes-vous avec moi ou contre moi ?» Sims resta silencieux longtemps, luttant intérieurement. Finalement, j'ai été flic pendant 20 ans, j'ai vu le système fonctionner et je l'ai vu échouer. J'ai vu des coupables s'en sortir sur des technicités pendant que les victimes n'avaient que des traumatismes et des factures de thérapie. Il se frotta le visage, paraissant plus vieux que son âge. Je ne dis pas que je vous aiderai à faire quoi que ce soit d'illégal. Mais je ne dis pas non plus que je vous arrêterai. Parfois les gens méritent ce qui leur arrive. Même si ça vient de l'extérieur du tribunal, ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non. Et c'était assez... La percée dans l'affaire vint d'une direction inattendue. Une des personnes arrêtées lors de la perquisition de Fairview, une femme nommée Viola Watts, avait un fils, et ce fils, selon les enquêteurs de Russell, n'avait aucune idée de ce dans quoi sa mère était impliquée. Son nom était Juan Conrad, un comptable de 30 ans vivant à Seattle, casier vierge.
vie normale, n'avait pas parlé à sa mère depuis 5 ans après une dispute sur son travail. L'enquêteur de Russell rapporta que Conrad avait essayé pendant des années de faire enquêter les autorités sur sa mère, mais avait été écarté comme ayant des problèmes familiaux. Russell appela à Seattle « Monsieur Conrad, je m'appelle Russell Randolph. Votre mère a essayé d'enlever mon fils. » Le silence à l'autre bout fut lourd. Puis « Je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. J'ai essayé d'avertir les gens. J'ai essayé de leur dire qu'elle était dangereuse, mais personne n'écoutait. J'écoute maintenant, dites-moi tout. » Ce que Conrad révéla au cours des 2 heures suivantes fut dévastateur. Sa mère faisait partie du réseau depuis des décennies, peut-être avant sa naissance. Elle avait trafiqué des enfants tout en maintenant une façade respectable comme agente immobilière. Il avait découvert des preuves à l'université, des fichiers cachés dans son bureau à la maison. Quand il l'avait confronté, elle l'avait menacé, lui disant qu'il serait le prochain s'il allait à la police. Il avait coupé les ponts, déménagé à l'autre bout du pays et passé des années à essayer de faire prendre au sérieux par quelqu'un. Elle gardait des fichiers, dit-il, des fichiers détaillés sur tout le monde dans le réseau Assurance. Elle appelait ça au cas où quelqu'un essaierait de la trahir. Je ne sais pas où elle les gardait, mais ils existent. Norms, addresses, registres de transactions, tout. Le pouls de Russell s'accéléra. Où cacherait-elle quelque chose comme ça? Elle avait un box de stockage, un que j'ai découvert par accident quand je l'aidais à déménager une fois. Elle pensait que je n'avais pas remarqué. Mais j'ai vu la clé. Il y avait un numéro dessus. Box 247 dans une installation. Je ne me souviens pas laquelle, mais elle vivait à Fairview à l'époque, donc probablement locale. Après l'appel, Russell passa 6 heures à appeler chaque installation de stockage à Fairview et aux alentours, se faisant passer pour le fils de Viola Watts, disant qu'il avait besoin d'accéder à son box parce qu'elle avait eu un accident. La 4e installation, Secure Store sur Industrial Boulevard, confirma qu'ils avaient un box 247 enregistré au nom de Viola Watts. « J'ai besoin de voir une pièce d'identité et une preuve de parenté », dit le gérant. Russell raccrocha. Il n'avait pas besoin de leur permission, il avait juste besoin de savoir où c'était. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, Russell coupa la clôture en grillage derrière Secure Store et se dirigea vers le box 247. Le verrou était sérieux, de qualité commerciale, pas quelque chose qu'il pouvait crocheter. Mais le box adjacent était vide, ses portes légèrement entrebâillées. Russell s'y glissa, attrapa un pied de biche de son camion et se mit au travail sur les minces murs métalliques séparant les 2 boxes, 20 minutes de travail prudent et silencieux. Et il avait créé une ouverture assez grande pour ramper dedans. À l'intérieur du box 247, illuminé par sa lampe torche, se trouvait un trésor de preuves. Des armoires de classement remplies de documents, des disques durs externes, des photos, des registres financiers remontant à 20 ans. Viola Watts avait en effet gardé une assurance sur tout le monde dans le réseau. Russell passa 4 heures dans ce box, photographiant chaque document, copiant chaque disque dur sur un appareil de stockage portable qu'il avait apporté. Quand il eut fini, il remit tout soigneusement exactement comme il l'avait trouvé. Rampa dehors. Et c'est là l'ouverture qu'il avait faite avec du ruban adhésif et un morceau de tôle qu'il avait découpé à la taille. De l'extérieur, on ne saurait jamais que quelqu'un y avait été. À l'aube, il était à la maison, l'appareil de stockage caché dans la boîte à gants de son camion, et son esprit bouillonnant des implications de ce qu'il avait trouvé. Il savait maintenant tout. Chaque nom dans le réseau, chaque transaction, chaque acheteur, chaque endroit où des enfants avaient été pris, comptes bancaires aux Caïmans, sociétés écrans, propriétés utilisées comme point de passage, et plus important, des preuves d'officiers de police qui avaient été payés pour regarder ailleurs, 3 flics dans différentes juridictions, un procureur dans le comté, un juge qui avait rejeté des rapports d'enfants disparus. La corruption allait plus profond que quiconque ne savait, plus profond que l'enquête du FBI n'avait découvert, et Russell tenait la clé de tout cela. Il pouvait le remettre aux fédéraux. Cela renforcerait leur dossier, mettrait plus de gens en prison. Mais il avait vu comment ces choses fonctionnaient. Les procès prenaient des années, les appels plus longtemps, et même avec toutes ces preuves, les avocats pouvaient encore trouver des façons de réduire les sentences, négocier des accords, plaider la contrainte ou la capacité diminuée, ou il pouvait l'utiliser lui-même pour quelque chose de plus direct. Plus permanent, Russell resta assis dans son camion tandis que le soleil se levait, fixant l'appareil de stockage, et fit son choix. Il donnerait au FBI assez pour garder la poursuite forte, juste assez pour s'assurer que Glenda et son cercle immédiat restent enfermés pendant le procès. Mais le reste, les noms des acheteurs, les officiels corrompus, le réseau plus large,
Cela était à lui, parce que Russell avait réalisé quelque chose cette nuit dans le box de stockage. Le système légal ne pouvait punir que les gens qui étaient attrapés, mais lui pouvait punir les gens qui pensaient s'en être sortis. Il pouvait atteindre dans les ombres où ses prédateurs se cachaient et les traîner à la lumière. Pas pour arrestation, pour autre chose, quelque chose qu'il ne verrait jamais venir. Il commença par les acheteurs, 15 noms des fichiers, des hommes qui avaient acheté des enfants. Riches, protégés, vivant des vies normales pendant que les enfants qu'ils achetaient souffraient ou mouraient. Russell commença à les traquer un par un promoteur immobilier à New York, un cadre tech en Californie, un politicien en Floride, chacun pensait être en sécurité, isolé par l'argent et l'influence. Ils avaient tort, le premier était Roberto Bailey. Le promoteur immobilier, Russell passa 3 semaines à apprendre ses habitudes, où il allait et qui il rencontrait, ce qu'il valorisait. Bailey était marié, avait 2 enfants à lui, projetait l'image d'un homme de famille, mais les preuves de Russell montraient qu'il avait acheté 4 enfants au cours des 6 dernières années. Russell ne voulait pas le tuer. La mort était trop facile, trop rapide. Il voulait que Bailey souffre comme ses enfants avaient souffert. Il voulait détruire tout ce que Bailey valorisait, donc Russell créa un site web simple, propre, d'apparence professionnelle. Il le remplit de chaque pièce de preuve qu'il avait sur Bailey, transactions financières, photos, communications. Il documenta chaque enfant que Bailey avait acheté avec des photos avant et après quand disponibles. Il exposa toute l'histoire sordide dans un détail excruciating. Puis, il envoya le lien à la femme de Bailey, ses enfants, ses partenaires d'affaires, ses investisseurs, ses concurrents. Et chaque grand média à New York, le site devint viral en 6 heures. La femme de Bailey demanda le divorce en 24 heures. Ses enfants publièrent des déclarations publiques le dénonçant. Ses partenaires d'affaires dissolurent leur partenariat, des agents fédéraux perquisitionnèrent sa maison et ses bureaux, ses actifs furent gelés, et à la fin de la semaine, Bailey fut arrêté pour multiples chefs d'accusation de trafic humain et conspiration. Mais plus important, Bailey était détruit. Sa réputation, sa famille, sa fortune, tout parti. Il passerait le reste de sa vie à combattre des batailles légales qu'il ne pouvait gagner. Abandonné par tous ceux qu'il avait connus, facing des décennies en prison, Russell observa tout se dérouler depuis sa maison tranquille en banlieue et ne ressentit rien d'autre qu'une satisfaction froide. 1 de moins, 14 à suivre. Il varia son approche pour chaque cible. Pour le cadre tech, Russell fit fuiter des preuves au conseil d'administration et aux actionnaires de sa compagnie, déclenchant une enquête interne qui révéla un réseau d'activités illégales bien au-delà du trafic. Le cadre fut licencié, poursuivi en justice jusqu'à la ruine, et devint un paria dans son industrie. Pour le politicien, Russell alimenta anonymement l'information aux partis d'opposition et à des journalistes d'investigation. Le scandale résultant mit fin à sa carrière et l'envoya en prison. Chacun était soigneusement planifié, exécuté avec minutie. Russell ne laissait jamais de traces de son implication. Il était un fantôme, une force de la nature, invisible et implacable, mais son chef-d'œuvre, il le garda pour Glenda Proctor. Le procès était fixé dans 6 semaines. Milton Craig, son avocat, était confiant d'avoir fait supprimer 2 pièces de preuve, avait aligné des témoins de moralité et se préparait à arguer que Glenda avait été contrainte à participer par d'autres membres du réseau. Russell savait que l'accusation était encore forte, mais il savait aussi que Craig était assez bon pour créer un doute raisonnable dans l'esprit d'au moins un juré. Et c'est tout ce qu'il faudrait, un doute. Et Glenda pourrait s'en sortir. Donc, Russell décida de s'assurer que cela n'arrive pas, mais pas par des moyens illégaux qui pourraient compromettre le procès. Par une guerre psychologique parfaitement légale, il commença par acheter le motel où Glenda séjournait sous assignation à résidence. Le propriétaire fut ravi de vendre à une société écran que Russell avait créée, puis Russell devint le propriétaire de Glenda. Rien de ce qu'il fit n'était illégal, mais chaque jour devint une petite torture. Le chauffage de la chambre dysfonctionnait mystérieusement, la laissant trop froide ou trop chaude. La pression d'eau tombait en panne à des moments aléatoires. Le service en chambre était retardé ou livrait la mauvaise nourriture. Des bruits de construction commençaient à 6 heures du matin chaque jour. Glenda se plaignit, bien sûr, mais Russell, opérant via la société de gestion immobilière, était toujours apologétique, promettait toujours de réparer, ne le faisait jamais tout à fait. Mais ce n'était que le début. Russell avait aussi étudié les communications de Glenda avec son avocat, interceptées par des moyens qu'il préférait ne pas examiner de trop près. Il apprit sa stratégie de défense, ses peurs, ses points de pression,
et commença à les exploiter. Des lettres anonymes commencèrent à arriver à sa chambre de motel. Pas des menaces, rien qui impliquerait les forces de l'ordre. Juste des informations, des coupures de journaux sur des parents qui avaient tué des gens, qui avaient blessé leurs enfants, des histoires sur ce qui arrivait aux maltraitants d'enfants en prison, des statistiques sur les taux de condamnation pour des cas de trafic. Chaque lettre était soigneusement rédigée pour augmenter son anxiété, la rendre paranoïaque, la briser psychologiquement avant que le procès ne commence. Il cibla aussi ses co-accusés avec les mêmes tactiques, créant de la paranoïa dans le réseau, les faisant douter les uns des autres, se demander qui pourrait tourner Kazakh pour une sentence réduite. Et cela fonctionna en 3 semaines. 2 des accusés avaient accepté des accords de plaidoyer, acceptant de témoigner contre les autres, en échange de sentences plus légères. Le réseau se dévorait vivant, et Glenda était au centre de l'implosion. Russell observa tout avec la patience d'un prédateur, et il n'avait pas fini. Le coup de maître vint 2 semaines avant le procès. Russell l'avait gardé, attendant le moment parfait. Il avait découvert, enterré dans les fichiers de Viola Watts, que Glenda avait une sœur, Flora Fuller, vivant en Oregon. Complètement ignorante de ce qu'était devenue sa sœur, les deux ne s'étaient pas parlé depuis 30 ans après une dispute familiale. Russell appela Flora, se présenta, expliqua ce que Glenda avait fait, ce qu'elle avait essayé de faire à Danny, puis il partagea quelque chose qui fit taire Flora au téléphone. D'après ses fichiers, Glenda a essayé de recruter votre fille il y a 25 ans. Elle a reculé quand votre fille s'est mariée et a déménagé, mais elle surveillait votre famille, collectait des informations, planifiait. La voix de Flora tremblait quand elle parla. Ma fille a 2 enfants, 8 et 10 ans. Et je sais, dit calmement Russell, et Glenda avait des fichiers sur eux aussi, des photos récentes, des infos scolaires. Elle planifiait son prochain recrutement après Danny. L'horreur dans le silence de Flora était palpable. Je voulais que vous sachiez, continua Russell, parce que vous méritez de protéger votre famille et parce que l'avocat de Glenda va la peindre comme une victime. Quelqu'un contraint par les autres, mais ces fichiers prouvent qu'elle était la recruteuse, la planificatrice, l'architecte de sa propre section de ce réseau, et votre témoignage pourrait aider à ce que le jury voie cela. Flora témoigna au procès, sa déclaration d'impact sur la victime décrivant l'horreur d'apprendre que sa sœur avait traqué ses petits-enfants était dévastatrice. Cela personnalisait les crimes de Glenda d'une façon que les statistiques et arguments légaux ne pouvaient pas. Le procès dura 3 semaines. Russell y assista chaque jour, assis dans la galerie avec Christy et Danny. Son fils dut témoigner, et Russell regarda avec fierté Danny, petite et effrayée mais déterminée, dire la vérité sur ce que Glenda lui avait fait. L'avocat de Glenda essaya de le discréditer, suggérant qu'un enfant de 7 ans pouvait être confus ou influencé, mais Danny fut clair, cohérent et déchirant. Le jury ne pouvait détourner le regard, les preuves étaient accablantes. Le témoignage des co-accusés qui avaient dû pris des accords de plaidoyer était accablant, et les fichiers que Russell avait soumis anonymement, nettoyés de tout ce qui pourrait révéler son effraction, peignaient un tableau d'une entreprise criminelle sophistiquée et de longue durée. Le jury délibéra pendant 8 heures. Quand ils revinrent, Glenda Proctor fut déclarée coupable de tous les chefs d'accusation, conspiration pour trafic humain, maltraitance infantile, conspiration d'enlèvement et une douzaine d'autres. L'audience de sentence était programmée 2 semaines plus tard. Russell passa ce temps à s'occuper des derniers 6 membres du réseau qu'il avait identifiés. Certains allèrent en prison par les canaux légaux, d'autres firent face à différents types de justice. Ruine financière, exposition publique, abandon familial. Au moment où Glenda se tint devant le juge pour entendre sa sentence, Russell avait démantelé tout le réseau, des dizaines d'arrestations à travers plusieurs États, des millions de dollars d'actifs saisis et 3 enfants récupérés d'un acheteur en Europe, réunis avec leur famille. Le juge condamna Glenda à 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. À 62 ans, elle mourait derrière les barreaux. Russell ne ressentit rien, pas de satisfaction. Pas de soulagement, juste la certitude froide que la justice avait été rendue. Après la sentence, la détective Carrie Hill l'approcha dehors du tribunal. « Drôle de chose », dit-elle nonchalamment. Après l'arrestation de Glenda, tout le réseau s'est effondré. Des gens se retournant les uns contre les autres, des preuves apparaissant de nulle part, des acheteurs soudain exposés par des sources anonymes, presque comme si quelqu'un menait une enquête parallèle. Russell soutint son regard. La justice était la justice. Peu importe d'où elle vient, il l'étudia longuement. « Vous savez,
Il y avait des irrégularités dans la façon dont certaines preuves sont apparues, mais puisque tout vérifie et puisque cela nous a aidés à sauver des vies, je ne suis pas encline à regarder de trop près. Elle marqua une pause, mais si j'étais en train de mener une enquête parallèle, hypothétiquement, je m'assurerais de couvrir mes traces complètement parce que la prochaine fois, le juge pourrait ne pas être si indulgent avec des sources douteuses. Bon conseil, dit Russell. Je le garderai en tête. Il hocha la tête et partit. Et Russell savait qu'elle savait. Mais elle laissait couler parce que parfois, le système avait besoin d'aide. Et parfois, l'aide venait d'endroits inattendus. Christy attendait près de la voiture avec Danny. Elle avait été en thérapie, travaillant sur le traumatisme de réaliser que sa mère était un monstre. C'était un travail lent, douloureux. Mais elle guérissait. Ils guérissaient tous les deux. « C'est fini ?» demanda-t-elle. Russell les attira dans ses bras. Elle et Danny. « C'est fini. Elle ne sortira jamais. » Danny leva les yeux vers lui. « On est en sécurité maintenant ? Papa ?» Russell s'agenouilla, regardant son fils dans les yeux. « Oui, mon grand, on est en sécurité, et je te promets, personne ne te fera plus jamais de mal. » Ils rentrèrent ensemble, une famille qui avait été testée et presque brisée, mais avait survécu. La route devant serait encore difficile. Thérapie pour Danny, guérison pour Christy, vigilance pour Russell. Mais ils l'affronteraient ensemble. Cette nuit-là, après que Danny fut endormi et Christy couché, Russell s'assit dans son bureau à la maison et effaça les fichiers cryptés qu'il avait gardés. Les preuves étaient dès maintenant entre les bonnes mains. Le réseau était détruit. Sa famille était en sécurité. Il pensa aux enfants qu'ils avaient sauvés, 3 récupérés, des dizaines de prédateurs arrêtés, le réseau en ruine. Il faudrait des années pour qu'ils se reconstruisent. S'ils le pouvaient jamais, et les forces de l'ordre surveillaient, maintenant, conscientes des schémas, des tactiques, Russell avait commencé ce voyage comme un père essayant de protéger son fils. Il l'avait terminé comme autre chose, une force qui avait déchiré les ténèbres et laissé la dévastation dans son sillage. Il avait enfreint des lois, franchi des lignes, fait des choses qu'il n'avait jamais imaginées capables de lui, et il le referait sans hésitation parce que c'est ce que font les pères. Ils protègent, ils combattent, et quand le système échoue, ils deviennent le système. 6 mois plus tard, Russell se tenait dans la chambre de Danny, regardant son fils dormir paisiblement pour la première fois depuis ce qui semblait des années. Les cauchemars avaient diminué, les sursauts avaient cessé. Danny riait à nouveau, jouait avec des amis, était un enfant. Aaron Sims avait appelé cet après-midi avec des nouvelles et le dernier des acheteurs du réseau avait été arrêté à Dubaï. Extradé pour faire face aux accusations, chaque personne que Russell avait ciblée était soit en prison, en faillite, ou détruite socialement. Le réseau qui avait opéré pendant des décennies était complètement démantelé. « Vous l'avez fait ?» avait dit Sims. « C'est fini. » Mais Russell savait que ce n'était pas vraiment fini. Il y aurait toujours des monstres dans les ombres, des gens qui blessent les enfants. Le combat n'était jamais terminé, mais pour l'instant, sa famille était en sécurité. Son fils guérissait, et c'était assez... Russell quitta la chambre de Danny et trouva Christy dans la cuisine en train de faire du thé. Elle était retournée au travail à temps partiel, reconstruisant lentement sa vie. La relation avec sa mère était irrémédiablement détruite. Elle avait demandé à désavouer légalement Glenda et changer son propre nom pour reprendre son nom de jeune fille. Ne voulant aucun lien avec la femme qui avait essayé de détruire sa famille, « J'ai reçu un appel de Floride aujourd'hui », dit Christy. Elle voulait nous remercier. A dit que savoir la vérité, aussi horrible soit-elle, lui avait permis de protéger ses petits-enfants. Elle les a déménagés dans un autre état, changé leurs écoles, pris toutes les précautions. « Bien », dit Russell, en roulant ses bras autour de sa femme. « Tu y penses parfois ?» demanda Christy, « à ce qui aurait pu arriver si tu n'avais pas insisté. Si tu n'avais pas engagé Aaron. »« Si... » « Non, » interrompit doucement Russell, « on ne peut pas vivre dans les et-si. Danny est ici, il est en sécurité, c'est ce qui compte. » Mais il y pensait constamment. À quel point ils étaient repassés près de tout perdre. À quel point le système avait presque échoué. À quel point sa justice vigilante, son enquête parallèle avait été nécessaire pour s'assurer que les monstres pèdent. Il avait franchi des lignes qui ne pouvaient être refranchies, fait des choses qui le gardaient éveillé certaines nuits, questionnant qui il était devenu. Mais en regardant sa famille, en sécurité et ensemble, il n'avait aucun regret. La fin n'était pas parfaite. Danny porterait des cicatrices de la maltraitance, Christy traitait encore la trahison, et Russell était devenu quelqu'un de plus sombre, plus dur, plus disposé à prendre la justice en main propre, mais ils étaient ensemble, ils guérissaient, et Glenda Proctor.
avec tous ceux qui l'avaient aidé, payer pour leurs crimes. En fin de compte, c'était la seule victoire qui comptait. Russell Randolph avait commencé comme un simple ouvrier du bâtiment essayant de protéger sa famille. Il avait fini comme quelque chose de plus, un père qui avait traversé l'enfer et émergé avec son fils en sécurité dans ses bras. La loi avait aidé, mais elle n'avait pas suffi, donc il était devenu la chose que les cauchemars craignent, l'ombre qui chasse les monstres, la force qui assure que la justice est rendue d'une façon ou d'une autre, et si quiconque menaçait à nouveau sa famille, ils apprendraient la même leçon que Glenda Proctor avait apprise. Certains pères feraient n'importe quoi pour protéger leurs enfants. N'importe quoi. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai